Alors bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas Delport, plus connu sous le nom de Micoseur sur YouTube. Alors Nico, je te laisse te présenter. Voilà. Ouais, salut Kevin, salut à tous. Bah écoute, moi ça fait 26 ans que je m'entraîne maintenant, j'ai 43 ans. Je me suis fait connaître via la team Super Physique, la fameuse, la fameuse team que beaucoup connaissent, Ouais. notamment par mon parcours un petit peu atypique, puisque j'ai commencé en ayant de gros problèmes de poids. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai pesé jusqu'à 125 kilos hyper gras, et ensuite j'ai dû faire un long régime de presque 2 ans et demi, pendant lequel j'ai perdu 50 kilos. Ensuite, après ce régime, j'ai repris la muscu, j'ai réussi à reprendre de la masse musculaire sans reprendre de gras, et puis ce qui m'a valu ensuite, de fil en aiguille, de paraître dans des magazines de l'époque, c'est-à-dire du début des années 2000, dans le magazine Le Monde du Muscle, dans lequel je me suis fait connaître grâce au journaliste Jean Texier, qui était bien connu à cette époque-là. Mhm. Et puis les années ont passé, et là depuis 2 ans et demi, je raconte un petit peu mon parcours sur ma chaîne YouTube, que j'ai créé un petit peu pour ça, et puis pour échanger sur la musculation, tout simplement parce que c'est une passion, et l'envie de partager avec beaucoup de gens leurs expériences, mon expérience, et puis que chacun puisse réussir à progresser en se servant de l'expérience des autres. D'accord, Voilà. d'accord. Bon bah écoute, c'est pas mal. Du coup, on va lancer le sujet du jour, à savoir Ouais. ce qui tourne autour des différents types de programmes d'entraînement. Mhm. Donc, on va faire un petit peu le tour, que ce soit du split, du full body, du half body, du PPL, aussi D'accord. connu sous le nom de push-pull leg pour ceux qui l'ignorent. Je sais qu'il y en a. Alors, Ouais, c'est vrai. du coup, je te laisse. On commence par le split, je pense, hein, on va faire comme ça. Ouais. Je te laisse dire ton avis dessus, et puis voilà. Après, j'interviendrai. En fait, concernant le split, moi, il y a différents types de split. Celui que j'affectionne le moins, c'est celui qu'on appelle le bro split, le fameux, c'est-à-dire celui qui consiste à faire un groupe musculaire par jour, Mhm. qui pour moi est plutôt quelque chose qui serait, comment dire, plus associé aux gars qui prennent des produits, puisque c'est souvent le type de split qu'on voit chez des compétiteurs, notamment chez des compétiteurs de haut niveau. Mhm. Euh, Personnellement, au départ, quand j'ai commencé, je suivais une méthode qui était assez atypique. C'est une des pires méthodes d'entraînement qui soit. C'était le heavy duty, donc qui consistait à s'entraîner très très peu et très très peu souvent, parce que ça vient de l'époque où les auteurs commençaient à écrire sur le surentraînement, et le surentraînement c'était la maladie qui sévissait dans les années 90. Et Mhm. donc beaucoup de rédacteurs, dont le fameux Mike Menzer, qui était Ouais. un ancien Monsieur Univers, Mhm. commençait à écrire dans les magazines au sujet du surentraînement, et ça a donné lieu à tout un tas de méthodes toutes plus exotiques les unes que les autres. Et comme moi j'étais très jeune et très influençable, j'ai suivi la méthode Heavy Duty de Menzer, qui consistait à s'entraîner très peu. Et donc avec mon métabolisme qui était très très lent déjà à l'époque, c'est ce que j'aurais dû faire, c'est m'entraîner beaucoup. Et je ne m'entraînais que 2 à 3 fois par semaine, 3 séances de 30 minutes maximum. Donc ça m'a un petit peu gâché mes premières années d'entraînement, parce qu'évidemment je progressais très peu et très, très peu régulièrement. Et donc pour en revenir justement aux différents splits, je peux dire que j'ai vraiment tout testé, ce qui a pu exister, à part le full body. Parce que le full body, c'est quand même quelque chose qui est assez éprouvant, passer un certain niveau et quand on soulève certaines charges. Mhm. Par contre, ça peut être très bien dans certains cas, pour des personnes qui veulent garder la forme, entretenir leur Ou pour forme. simplement pour des débutants, si c'est. Enfin, souvent, je recommande quand on me pose la question aux débutants de plutôt commencer de se diriger vers un full body, quoi. Ouais, c'est vrai, Mm. tout à fait. Bah, c'est souvent les conseils qu'on donne aux jeunes qui débutent, parce que comme ils savent pas quoi faire, ils savent pas. Il y a tout à leur apprendre, donc que Ouais, ce soit ouais, ouais. la forme des mouvements. Au début, ils sentent pas leurs muscles travailler, ils savent pas ce qu'ils travaillent, ils se contentent de bouger des haltères ou des barres dans l'espace sans savoir vraiment ce qu'ils font. Ouais, c'est un peu ça. Donc, au départ, comme ils soulèvent pas très lourd, bon, bah, le fait de leur faire travailler tout le corps en une seule séance, ça leur permet éventuellement de faire le corps euh,
3 séances par semaine. À chaque fois, ils font tout le corps, ce qui leur permet de travailler tout le corps 3 fois par semaine. Bon, au début, c'est pas un gros stress, hein, vu les charges soulevées. Puis lentement mais sûrement, ça va évoluer en fonction de la force et puis de la génétique de la personne, hein, parce qu'au début, la vitesse des gains, ça va être dicté par la qualité de l'alimentation, l'investissement de la personne et puis surtout la génétique, hein, qui fait la différence au La début dans la vitesse des gains. la fameuse génétique. Au début, c'est ce qu'il y a de plus important. Après quelques années, la génétique, Au début, c'est oui, et puis même encore après des années, hein. De toute façon, si tu as une génétique, si tu es fait pour ce sport, bah, tu iras beaucoup plus loin que les autres. Puis si tu as une génétique de merde, comment dire, des insertions merdiques, des muscles courts, c'est ça. Et voilà puis quoi, t'as beau t'entraîner 10, 15, 20 ans, tu seras toujours moins bon qu'un autre, quoi, qui a une bonne génétique. non, toutes les personnes qui font de la muscu et qui nous écoutent, hein, vont bien comprendre si elles se souviennent quand elles ont débuté. Bon, pour certains, ça fait pas très longtemps, mais pour d'autres, ça fait quelques années. On a tous été dégoûtés par un mec qui a commencé peut-être en même temps que nous et qui a Ouais, progressé beaucoup plus ça, vite que nous. ça, je pense que ça arrive à tout le Euh, monde. Tout à fait. Et puis voilà quoi. Donc voilà ce que j'appelle la génétique, c'est ça la vitesse des gains au départ. Ouais, Et tu m'entends? Excuse-moi, ouais, 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 je t'entends, je je croyais que t'écoute. c'était coupé. Je t'écoute. Et puis après, c'est le travail et puis c'est l'investissement personnel parce que bon, la génétique, ça dure un temps. Quand t'es naturel, tu vas progresser pendant quelques années. Puis après, c'est pour tout le monde pareil, hein, les gains, ils ralentissent. Alors pour certains mettront 4 ans à acquérir les bases de leur physique, enfin le plus gros de leur physique. D'autres, il leur faudra 10 ans. Ça dépend le sérieux, l'investissement de départ. Si tu fais n'importe quoi pendant tes premières années d'entraînement, comme c'était mon cas à moi, tu vas mettre 10 ans pour te faire un physique. Moi, j'ai vraiment mis 10 ans pour me faire un physique avec 5 ans de perdu et 5 ans où je me suis investi à fond. Mais moi, j'avais la chance d'avoir une assez bonne génétique de départ malgré une tendance à prendre du gras, malheureusement. Donc, pour en revenir au split, au fur et à mesure que la personne elle va évoluer, elle va éprouver le besoin d'espacer les entraînements, de travailler moins de groupes musculaires à chaque fois. Mhm. Mais là encore, ça donne lieu à tout et n'importe quoi parce qu'on se sert toujours des études pour dire il faut entraîner chaque muscle à telle fréquence. Et c'est vrai que le bro split, c'est-à-dire entraîner un muscle par jour, ça peut marcher à certaines périodes. C'est-à-dire quand t'as fait un peu trop d'entraînement ou que tu t'es un peu trop entraîné, que t'as fait les muscles un peu trop souvent, puis que t'arrives à saturation, le fait de t'entraîner moins pendant 2 à 3 semaines, d'un seul coup de se dire bon au lieu de faire le corps sur 3 jours, eh ben, je vais l'étaler sur une semaine. Et là, d'un seul coup, ça peut t'aider à progresser parce que ton corps, il en a besoin, ton système nerveux, il en a besoin. Mais ça va pas durer dans le temps. C'est-à-dire toutes les personnes qui font du bro split, enfin toutes les personnes que j'ai connues qui faisaient du bro split, les résultats, ils étaient très irréguliers et donc les personnes changeaient régulièrement leur fréquence d'entraînement et leur volume pour réussir à faire repartir un petit peu la progression. Ok. Et du coup, jusqu'à maintenant, tu parles du bro split, donc vraiment diviser un groupe musculaire par jour, par chaque jour de la semaine. Mais Mhm. par contre, ce qu'on appelle vraiment enfin, le split classique, genre par exemple lundi, tu vas faire les pecs avec les biceps ou les triceps avec un petit peu d'épaule. Le Mhm. mardi, tu vas faire les jambes. Le mercredi, tu vas faire le dos avec pareil biceps ou triceps. Jeudi épaule, enfin quelque chose comme ça. Enfin, c'est un split classique. T'en penses quoi concrètement, toi? Euh, je pense déjà que le pratiquant, la base, c'est qu'il doit se fixer des buts réalistes en fonction de sa vie active, du stress de sa vie quotidienne. Mhm. C'est-à-dire s'il a le boulot, la famille et tout ça, si le mec il commence à se dire je vais faire un programme en half body en travaillant lourd et tout ça, il va pas tenir longtemps, tout simplement parce que ça va exiger un stress au niveau de l'entraînement, plus un stress au niveau de la vie quotidienne qu'il pourra pas maintenir. C'est pour ça que je parle de réalisme, c'est qu'il faut que la personne, en fonction de son stress et de ses objectifs, réussisse à faire son programme correctement, si possible en ajoutant des jours de repos dans la semaine s'il en a besoin, mais quelque chose qui soit facile à tenir sur la durée. Donc quand on se met un programme
trop complexe, trop difficile, et que au bout d'une semaine, voire 10 jours, on commence à se dire bon bah aujourd'hui je m'entraîne pas parce que là je suis trop crevé, et puis tu commences à espacer les entraînements, et puis tu suis plus ton programme de base, et c'est là que la progression, bon bah elle va commencer à ralentir, tu perds un petit peu tes objectifs de vue, t'es Mhm. un peu dégoûté parce que tu progresses pas comme tu veux, et c'est un petit peu problématique. Donc l'idéal, bon, bah, c'est d'avoir une vie, un travail pas trop stressant pour avoir. Plus on va avoir d'énergie à consacrer à la muscu, et plus il y aura une possibilité de résultat. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Oui, Quand on fait de ça. la musculation, comme tout sport, si tu t'investis pas à 100%, si tu as vraiment des objectifs importants en muscu, comme obtenir le meilleur physique possible, il faudra s'entraîner à 100% et se consacrer à sa diète à 100% également. C'est obligatoire, parce que sinon, passer 2-3 ans d'entraînement, quand la progression elle commence à ralentir, euh, si tu mets pas toutes les chances de ton côté, c'est mort. C'est Mhm. mort. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Tu as combien d'années tu as d'entraînement, toi? Alors, combien d'années? Moi, je viens de fêter mes 31 ans, j'ai dû commencer vers 14-15 ans, donc voilà, ça Hmm. fait allez, une quinzaine Une d'années. quinzaine d'années, ouais. Après, j'ai un petit peu fait un parcours similaire au début que toi. C'est que pendant les premières années, je faisais mais vraiment du grand n'importe quoi. Ça veut dire que j'avais aucune info sur l'entraînement. Déjà, j'ai pas commencé en salle, j'ai commencé chez moi. J'ai Mhm. commencé, quand je compte mes années, vraiment là où j'ai commencé à soulever mes premiers haltères, hein. Hmm. Donc au début j'avais un vieux banc avec, c'était même pas des charges, c'était des élastiques comme résistance. Donc tu vois le délire, c'était un Ouais, truc effectivement. télé-shopping. Ouais. J'avais un haltère, puis deux, puis après bon, voilà, j'ai eu une barre, deux barres, j'ai doublé les haltères. Je suis allé en salle, je crois, peut-être bien 3 ou 4 ans, ouais, même peut-être même 4-5 ans après avoir commencé la muscu. J'avais déjà Hmm. chopé un Hmm. petit niveau. Mais du coup, j'ai perdu des années, enfin des années, ouais, j'ai perdu pas mal de temps à m'entraîner entre guillemets n'importe comment, parce que malgré tout, c'est le début, j'étais jeune, j'ai forcément bien progressé, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, quoi. Euh, Ouais, c'est clair. à Mais l'époque, je m'entraînais quand même en split, mais le problème, c'est que voilà, j'ai commencé en split, alors que le mieux pour pas trop casser ma marge de progression, ça aurait été que je commence en full body, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi. hmm, hmm. Mm. Toi, t'as commencé un petit peu au tout début vraiment d'Internet. Moi, je suis de la Ouais, génération pré-Internet, c'est-à-dire ouais. qu'on avait que les bouquins, les publications Wader, et puis les magazines français, il y en avait qu'un principalement, c'était Le Monde du Muscle. Et bon, bah, on pouvait lire un peu tout, un peu tout. Il y avait toutes les méthodes, il y avait tout. Mais quand tu voyais les champions s'entraîner, enfin, moi, je croyais que à l'époque, les mecs qui se présentaient à Olympia, ils étaient naturels. Ouais. Un petit peu comme Gundil quand il a débuté dans les années 80, c'est qu'on avait des étoiles dans les yeux, on voyait les mecs, on se disait bon bah je vais faire son programme et puis je serai comme lui. Mhm. Moi je suis de la génération 90, donc mon idole c'était Dorian Yates. Ouais. C'est le mec qu'il fallait pas avoir comme modèle au début, quoi, parce que bon, Non, non, tu non. vois. Après, moi, enfin, personnellement, j'avais des modèles un petit peu plus réalistes quand j'ai commencé la muscu. Mais c'est vrai que, comme toi, je regardais le Olympia et tout, Ronnie Coleman à l'époque, Ah bah oui, toi qui t'es la était génération qui, est- Coleman. qui était au sommet. Bah, tu te posais même pas la question du dopage. Pour toi, tu disais, bon, tu sais que c'est pratiquement inatteignable. Mm, Mais mm. bon, c'était pas non plus choquant. En fait, tu Et sais que ça existe, mais tu te poses ouais, pas la question. Je veux dire, ça existe parce que tu lis dans des bouquins. Moi, dans le monde ouais. du muscle, il y avait Texier qui écrivait souvent sur les produits, les machins. Mais ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'entraînement. Et de toute Mm, façon, pour moi, quand je voyais les mecs dans les magazines, j'avais du mal à croire qu'ils pouvaient prendre des trucs. ouais, C'était en fait une partie de mon cerveau qui refusait en fait la réalité. ouais, carrément. Et parce que moi, j'avais pas l'intention d'utiliser quoi que ce soit. Moi, ma passion, c'était l'entraînement, et j'étais persuadé que j'allais pouvoir obtenir 50 ou 55 de bras naturellement. Et Ouais, puis j'étais tellement persuadé, tu disais qu'avec avec des années et des années de pratique, c'est ça, c'était possible. Donc, c'est ça. Puis après, t'atterris, hein, ouais, quelques années plus tard, tu vois qu'au bout de 5 ans, bah, tu fais un dixième de ce que les mecs y font en termes de gabarit et tu te dis, qu'est-ce que bah, j'ai loupé? ouais, c'est ça. Bah, au bout de 5 ans, je pesais le poids de Dorian Yates, c'est-à-dire 125 kilos, mais enfin, pas tout à fait la même shape, c'est-à-dire, C'est ça. j'avais l'inverse de ce que j'espérais, c'est-à-dire j'avais les fesses plus larges que les épaules, en fait. Ah oui, Et, ouais.
et j'avais 90 de tour de cuisse. Enfin, j'étais hyper gras. J'avais Ouais. 50 de bras, mais Mhm. 50 de bras hyper gras aussi. Donc, tu vois, Mhm. j'étais fier de mes mentions en plus à l'époque, hein, mais Ouais. j'étais énorme. Mais Donc après, enfin, oui, je m'identifie un petit peu à ça. Peu importe ton gabarit, ton body fat, t'es toujours fier de tes mensurations, de ton aspect sous les vêtements. Parce que nous, on est de cette époque où maintenant on veut être à tout prix ultra sec. hum, hum, Avant, on voulait être à tout prix ultra massif. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas hum. si toi t'as partagé un petit peu ce sentiment. Mais moi, enfin, quand j'ai commencé la muscu, on se disait pas les abdos, la sèche, on se disait on voulait être énorme. Voilà. L'ultra sèche, je crois que c'est un petit peu arrivé avec les réseaux, YouTube et Ouais, tout ça. Enfin, c'était c'est déjà ça. là C'est avant, mais Instagram, c'est YouTube, c'est pour moi, ouais, c'est les ça. influenceurs. C'est ça. Mm. Pour moi, un bodybuilder naturel, ça doit quand même looker un peu balèze, habillé. C'est-à-dire que quand tu C'est mets une ça, chemise, t'as pas besoin de mettre d'épaulettes, on voit quand même que tu fais de la muscu. c'est ça. C'était l'objectif, hein. Clairement, ouais. Donc enfin, j'ai réussi à peu près à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Mhm. Mais bon, c'est comme je te dis, pour en revenir sur le sujet des splits, hein, puisque Ouais. on s'éloigne un petit peu du Un sujet de petit base, mais peu, bon oui, là, mais bon. c'est la passion. Qu'est-ce que tu Oui. veux? La passion, ça explique tout. Mm. Euh, voilà, moi je suis passé sur tout un spectre différent d'entraînement. Le pire que j'ai fait, je crois que c'est un entraînement par semaine. Donc je divisais le corps en trois. Donc c'était la méthode Menzer Heavy Ouais. Duty 2 en fait. L'évolution du Heavy Duty 1 et ça consiste. Je faisais en dernier un muscle travaillé tous les 15 jours en fait. Ah ouais, mais Et j'avais perdu t'as une dû tonne fondre. de force. Oh là T'as dû là. fondre aussi, enfin musculairement parlant, je parle. Bah même pas parce que comme je mangeais on va dire plus je mangeais mal donc je mangeais plus que mes besoins mais comme c'était de la nourriture un peu n'importe comment Mhm. euh, je perdais j'avais perdu de la force mais j'ai certainement dû perdre de la masse musculaire mais j'étais tellement gras que je voyais pas trop Ouais, de différence si tu ouais, veux. c'est ça, Quand c'est t'es ça. sec tu vois C'était tout un de peu à suite quand l'heure, tu quoi. perds. Ouais. Mm. Euh, Et si tu perds de la force, il y a de grandes chances que tu perdes de la masse musculaire. Bah voilà donc Menzer il disait Et puis plus tu même progresses. pour progresser en faisant un muscle une fois tous les 15 jours, enfin, ouais, C'est je trouve pas ça bien même avec optimal. produit, ça doit être très très difficile. Ou alors, faut vraiment soulever des barres comme du 300 Ouais, kilos. Alors, j'imagine que le mec qui soulève 300 kilos au soulevé de terre, il a besoin de récupérer longtemps. Il a besoin de 2 jours de repos. Mais c'était pas mon j'imagine. cas. Donc, Menzer, il te disait, bah, plus tu progresses et plus tu prends en force et plus tu prends en volume musculaire et moins tu dois t'entraîner et faire de séries. Mais à la fin, tu fais plus qu'une série par groupe musculaire et tu t'entraînes une fois tous les 5-6 jours. Tu te dis bah je peux pas m'entraîner moins, c'est plus possible. Donc j'étais complètement frustré, Mm. démotivé, tu vois. Ouais. Et puis après bah, j'ai fait l'excès inverse, c'est-à-dire j'ai voulu me faire plaisir à l'entraînement quand j'ai perdu tout mon poids, que je me suis débarrassé de mes kilos et que j'étais revenu assez sec, je me suis fait plaisir et je suis passé par un gros volume, une grosse fréquence d'entraînement avec un volume modéré, mais sur une semaine ça faisait un gros volume d'entraînement si tu Alors, veux. qu'est-ce que t'appelles dans ce cas-là gros volume d'entraînement Euh, sur une bah, semaine? En c'était termes de nombre de séries, quoi. du half body en fait, donc tout le corps divisé en deux. Ouais. En jour 1, je faisais pec, dos, épaules, triceps, et en jour 2, je faisais les jambes et les biceps avec les abdos. Et Mhm. pourquoi jambes et biceps? Parce que ça me faisait trop de boulot de caser les biceps avec l'entraînement de la veille. Donc ce split me réussissait bien Mhm. et je m'entraînais 6 jours par semaine, c'est-à-dire je faisais des séances qui duraient entre 3 heures et 4 heures par jour. Et je faisais environ 5 à 7 séries par groupe musculaire. Je parle de séries de travail, hein, parce que Ouais, je ouais. comptais pas les séries d'échauffement. Et puis de toute façon, les séries d'échauffement, j'aimais pas trop ça, Mhm. parce que j'étais jeune et que les Oh, articulations, elles oui, étaient je encore pense bien. que, enfin, il n'y a pas grand monde qui aime les séries d'échauffement. Quand on fait ça vraiment par obligation et on en fait vraiment le minimum, quoi. Après, Ouais, c'est ça. Et puis après, ben, quand tu vieillis, t'accordes plus d'importance progressivement à oui, l'échauffement qu'aux séries de travail. j'imagine. Mais bon, on a tous été jeunes, hein, donc moi à cette époque-là, j'avais 24 ans, je pétais le feu, donc je m'entraînais à fond. Mais par contre, il y avait des gros temps, des temps de repos assez conséquents entre chaque série de travail. C'est-à-dire, je faisais mon, mon groupe musculaire le plus fort, c'était les jambes. Je Mhm. passais du squat à 200, 210 jusqu'à 245 kilos Ah oui. en demi
un petit peu plus haut que la parallèle. Hein. Je peux pas dire que c'est du demi-squat. Certains diraient du quart de squat. J'irais un petit peu plus bas, mais je squattais pas Mm. complet, sinon j'aurais été incapable de soulever ce poids-là. Et je faisais une série toutes les 7-8 minutes, tu vois. D'accord. Je refaisais pas une série tant que j'avais pas récupéré complètement de la précédente. Pour moi, ça servait à rien de faire une série si t'étais encore fatigué de celle d'avant. Donc ça prenait beaucoup de temps pour faire pas Mhm. beaucoup de séries, mais je bouclais mon entraînement. Ouais, j'arrivais à 16h l'après-midi et je repartais, il était 20h30 ou 21h. Quand la salle elle fermait, en fait, à 21h, je partais, je disais au revoir aux copains, et puis voilà. Donc je prenais tout mon temps pour le faire, mais ça Ah faisait oui. sur la semaine, ça faisait un gros volume, en fait. Et 5. puis, ouais, ça fait surtout une grosse contrainte, passer Ah autant bah, de temps à la salle. je ne vivais que pour ça. Mm. Hein. Je travaillais le matin, je finissais à midi, je me reposais un petit peu, et puis j'arrivais à la salle, il était quoi, ouais, 15h30 ou 16h, et j'attaquais tout de suite, et puis jusqu'à 21h, j'avais pas d'autres centres d'intérêt, je voulais avoir un physique, j'étais focalisé là-dessus, ça prenait 100% de mon énergie, donc je m'éparpillais pas ailleurs, si tu veux, à part sur la PS2 à l'époque, mais bon, le soir pour se détendre un peu. Mhm. Mais bon, bah, ça prenait beaucoup de temps, mais c'est ce qu'il m'a fallu pour arriver à mon meilleur physique, c'est-à-dire en 2002, 90 kilos pour un petit peu plus de 10% de body fat, je devais être à 14%. Alors, moi, pour estimer le body fat, faut pas me demander parce que j'ai pas les yeux bioniques. Hein, Oui. Bah, comme personne d'ailleurs. je suis incapable d'évaluer le body fat. J'ai des photos sur mon profil Facebook, les gens jugeront. Ouais. Je les laisse juger, mais enfin j'étais pas dégueu à 90 kilos et j'avais 40 presque pratiquement 46 de bras à chaud pour 1m73. Mhm. Donc c'est des photos qui font débat encore aujourd'hui sur mon statut naturel ou non, Ouais. ce que je peux tout à fait comprendre. Mais C'est moi flatteur après. c'est très flatteur. Mm. C'est Faut le très prendre flatteur comme parce que ça. quand j'ai débarqué sur Internet, je ne savais pas que j'étais parvenu à un niveau qui passait sur Internet comme un niveau surnaturel. Pour moi, Mhm. j'étais loin d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé au départ. Donc pour moi, c'était un résultat assez modéré. Jusqu'au jour où on m'a dit, quand je suis passé la première fois dans un magazine, que j'avais un très très bon physique. Et quand la personne qui te le dit, elle a assisté à des dizaines de compétitions, elle a vu tous les meilleurs bodybuilders pro. Donc je parle de Jean Texier principalement. Mhm. Quand cette personne-là te le dit, tu as tendance à le croire. Donc tu dis, bon, bah Ah finalement, oui. j'ai quand même réussi à atteindre un certain niveau. Et puis bon, bah après, la vie, elle passe. Hein, j'ai pas réussi à aller plus loin. Après, il y a eu des tendinites, des blessures diverses qui m'ont un peu freiné dans mon évolution. Mais le fait est que, pour en revenir à notre sujet de base, une fréquence très élevée, avec des charges très lourdes, parce que j'ai jamais travaillé en série de 6-8 très lourde, bah, tant que tu es en super forme, ça va. Mhm. Mais le problème, c'est que ça t'use les articulations. Moi, j'ai tenu 4 ans avec ce régime d'entraînement. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les épaules, dans les coudes, Mhm. dans le bas du dos. Et puis, ça n'a fait. Et à l'époque, comme j'étais assez kamikaze, je me suis dit, bon, bah, je vais m'entraîner encore plus dur, ça finira par passer. Et puis, la douleur a continué à augmenter. Et après, ça s'est transformé en tendinite. Donc, après, j'ai vraiment traversé 2 années de galère à surfer sur les blessures. Donc voilà, il faut trouver le ratio idéal entre fréquence d'entraînement, volume d'entraînement et surtout penser qu'on a un corps, que ces articulations, enfin, ça va pas durer éternellement. Un corps, c'est fragile, hein, même quand on est très balèze. Et que si tu répètes trop souvent un même mouvement exigeant comme le développé couché par exemple, trop souvent dans la semaine, bah, tôt ou tard, même si tu l'exécutes correctement, le mouvement, tu vas ressentir que bon, ton épaule a commencé à te tirer un peu. Donc je serais modéré quant au fait de recommander une approche half body pour tout le monde. Ouais. D'accord. Et du Euh, coup, actuellement, t'es plutôt sur quoi là? C'est quoi ton programme, on va dire, en ce moment? Bah, en fait, j'ai réessayé dernièrement le half body. Ouais. Pour voir ce que je pouvais encore, parce que ça fait longtemps que j'ai plus de problèmes de blessures ou de quoi que ce soit. Je me suis complètement réparé. J'ai la Ouais. chance aujourd'hui à 43 ans de souffrir d'aucune blessure. Donc j'ai voulu retenter l'aventure du half body, mais j'ai vu qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, la douleur au coude se réveillait. Mhm.
Et le moment où je m'en suis aperçu, c'était déjà trop tard. Donc là, ça faisait 3 4 semaines que je me baladais avec une douleur au coude gauche, là, qui, ça y est, elle est passée. Mais du coup, ça m'a forcé à revoir ma fréquence à la baisse. Donc là, c'est une fois tous les 4 jours, en fait. 4 jours d'entraînement. Et du coup, excuse-moi, je te coupe un petit peu. Non, je t'en prie, au contraire. Du coup, tes douleurs, tu penses pas que simplement en changeant certains exercices, t'aurais pu continuer dans le même sens? Euh, c'est difficile parce que t'as certains mouvements dont tu peux pas vraiment te passer, comme certains développés. Si tu fais plus de Mhm, développé, par exemple, pour tout le haut du corps, que ce soit les épaules, les pectoraux et tout ça, mhm. bon, t'es un peu mal barré. Moi, c'est la répétition des mêmes exercices et puis travailler. On va te dire, bon, pourquoi tu travailles pas léger? Mais le problème, c'est de travailler léger. En bodybuilding, c'est bien occasionnellement, mais je défie n'importe qui de naturel de travailler léger sur une longue période et de continuer à développer de la masse musculaire de façon prolongée sur une période prolongée. Après, Au bout d'un moment, léger, pas forcément, mais sur des séries plus longues et quand même avec un poids conséquent, quoi. Enfin, ce que préconise par exemple notre ami Rudy Koya, qui, enfin, dans ses programmes, dans ce qu'il dit, est pas mal adepte oui, des séries assez longues. Enfin, je le sais parce que j'ai été coaché pendant quelques mois par lui il y a plusieurs années, et on descend pas très bas en termes de répétitions, hein. Je crois qu'on faisait rien en dessous de 8 répétitions et qu'on pouvait aller jusqu'à 30-35, quoi. oui, c'est ça. Il aime bien les répétitions longues, notamment sur le travail des épaules, il me semble. Notamment, Et, ouais. moi, j'ai toujours senti que ma zone de croissance, elle se situait dans la gamme entre 4 et 8 répétitions. Mhm. Dès que j'essayais de passer le cap des 8 répétitions et que je montais à 12, 15, 20, je sentais plus mes muscles travailler. J'avais l'impression de pousser les barres dans le vide, si tu veux. D'accord. C'est peut-être dû au type de fibre, c'est peut-être une question de système nerveux. Moi, comme j'ai toujours, je me suis longtemps entraîné à la série unique avec le système Menzer au début, j'avais l'habitude de tout donner sur une série. D'accord. Et je sais pas, aujourd'hui, je suis incapable de m'entraîner, par exemple, en série constante avec plusieurs séries avec la même charge. C'est pas Ouais. possible pour moi. Nerveusement, c'est impossible. Je fais une série, je programme une série, je me donne à fond dessus, j'essaie d'en tirer le maximum. Et ensuite, je prends un temps de repos. J'envisage de faire éventuellement une deuxième série et éventuellement une troisième. Je prends vraiment une série après l'autre. C'est comme si c'était une succession de séries uniques, si tu veux. Mhm. Ouais. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Je dis pas que c'est la meilleure méthode, hein, Mhm. mais tu sais, après 26 ans, c'est presque des automatismes qui se mettent en place, Oui. des choses qui sont très difficiles à corriger. Et Rudy, lui, il a développé son propre système à plusieurs séries à charge constante, comme on appelle ça les cycles de progression. Ouais. On peut pas dire qu'il a pas eu de résultats avec tous les clients qu'il a entraînés et Ouais, tous non, les mais résultats ça c'est qu'il a sûr, hein. obtenus, Et hein. puis, enfin, pour avoir testé ces cycles de progression, enfin, sur les 6 mois que j'ai fait avec lui, j'avais quand même bien progressé. Après, c'était un petit peu nouveau, entre guillemets, cette façon précise de travailler. Donc Mhm. forcément, tu progresses hein, quand il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est pas non plus mauvais, on va dire. Ouais, c'est un peu l'adaptation du powerlifting au bodybuilding. C'est-à-dire que les powerlifters, ils ont tendance à s'entraîner par cycle, avec des séries aussi à charge constante, 5x5, 5x3. Lui, il l'a réadapté pour le monde du bodybuilding, c'est-à-dire avec des séries plus longues, et puis il y a une progression très, très lente, en fait. Oui, alors par contre, ouais, faut le souligner, des fois, enfin, tu ajoutes une seule répétition par entraînement, par exercice, quoi. C'est C'est même ça, ça. frustrant parce que enfin, lui, enfin, il te déconseille de, de faire plus que, enfin, si tu pouvais faire plus de répétitions, il te le déconseillait. Enfin, Mm, c'était mon mm. cas. Et pour justement te laisser une certaine marge de manœuvre, on va dire. Ouais, je comprends bien. Mais, enfin, voilà quoi. D'ailleurs, son bouquin est très bien. Ah ouais, il est excellent, hein. Je le recommande Il est excellent. aux débutants et même aux confirmés parce Mm. que moi, j'ai beau ne pas travailler comme ça, son bouquin, je l'ai dévoré parce que finalement, si je débutais aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus efficace de suivre le bouquin de Rudy que les écrits de Menzer, hein, ça c'est clair. Oui, Donc c'est, après, un on est plus débutant dans dans notre réalité, on va dire.
C'est ça. Après, en fonction de tes capacités nerveuses, en fonction de ce que tu aimes faire comme type de travail, tu vas peut-être t'orienter vers d'autres choses. Tu vas peut-être t'entraîner par cycle, après évoluer vers du travail comme moi je fais, type pyramidal, ou rester dans des cycles. Ça dépend comment tu as été formé au départ, ce qu'on t'a appris. Il y a suffisamment de méthodes d'entraînement pour que chacun trouve. C'est d'ailleurs ce qui fout un peu le bordel sur Internet, c'est qu'un débutant qui arrive, il a tellement d'informations qui lui arrive dans la tronche qui sait plus quoi faire. Alors qu'en fait, finalement, c'est pas compliqué la musculation. Ce qui est compliqué, c'est de se construire un physique Ah équilibré. bah ça, on veut nous la Euh, compliquer, la musculation. Tout n'est pas simple, mais on veut vraiment nous la compliquer. Ça, c'est-à-dire quand t'es coach et que tu vends des méthodes d'entraînement et des programmes, le mieux c'est que ce soit le plus compliqué possible pour bien que tu aies sûr, un maximum de clients qui viennent te demander la clé du problème. bien sûr. Pour moi je ne vends rien, j'ai rien à vendre à part le fait que je monétise mes vidéos, donc ça t'impose de regarder une publicité si tu n'utilises pas de bloqueur de pub. Mhm. Mais à part ça, j'ai rien à vendre, donc j'ai pas besoin de mentir aux gens en leur disant que c'est hyper complexe. Moi, j'ai réussi à me faire un physique. Si moi j'ai réussi à me faire un physique, beaucoup de gens le peuvent parce que je me considère pas comme une lumière du 21e siècle. Je suis comme tout le monde, pas plus intelligent ni plus bête. C'est juste que voilà, j'ai eu la volonté de tout donner pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Donc j'ai peut-être été trop loin dans l'entraînement en faisant trop, en faisant des sèches trop brutales et tout ça, mais j'avais besoin de tester mes limites pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller au naturel et sans avoir toutes les informations qu'on a aujourd'hui, puisque ça remonte quand même au début des années 2000. Donc on a eu Gundil depuis, on a eu quand même des grosses influences positives dans le monde du bodybuilding qui ont ramené les gens un petit peu au sens des réalités. Mhm. Et puis maintenant Rudy qui comment dire enseigne des choses différentes, mais je dirais plutôt complémentaires. Et le fait est qu'au niveau de la fréquence d'entraînement, bon, je serais pas pour le full body, hein, ça c'est clair. Ouais. Le full body en bodybuilding, le full body pour tonifier le corps, ok, pour avoir une bonne condition générale et pour un débutant, ok. Ouais. Mais pour dire, je vais construire le meilleur physique possible en full body, quand tu commences à soulever des charges comme 100, 150 kilos, que ce soit, je sais pas, soulevé de terre, rowing, développé couché, t'as besoin quand même d'un minimum de récup. C'est ça, tandis que ouais, si t'es en full body et que tu dois te taper du coucher lourd, du soulevé de terre lourd, du squat lourd dans la même séance, Imagine ce que ça plus représente. d'autres exercices polis ou même d'isolation, ça a pas de sens, quoi. Tu vas finir mais sur les rotules, quoi. Ouais, Qu'est-ce que tu suis comme programme actuellement, toi? Alors moi actuellement, tu vois, bah, ça tombe bien que tu me poses la question parce que on a parlé du full body, on a parlé Hein. du half body que tu suis, on a parlé du split, et ben moi je vais compléter parce qu'en ce moment je suis en train de tester le PPL, le push-pull leg. Le fameux. Le fameux, chose que j'avais au cours de ma carrière en musculation jamais vraiment testé. Et du coup, j'ai fait ça plutôt pour adapter à mon emploi du temps qui est un peu spécial, dû à mon travail et à ma vie de famille. Mhm. Du coup, j'ai dit ça pourrait le faire. Du coup, ça fait combien de temps? Ça doit faire aller 2 mois, 2-3 mois que je suis dessus. Euh, Bah écoute, je suis plutôt satisfait. J'ai reprogressé un peu, donc je suis content. Ça m'étonne pas. Ça J'ai m'étonne pas. reprogressé parce que du coup j'ai diminué ce qui s'est passé forcément, donc rien de sorcier, hein. J'ai diminué mon volume par séance euh, et du coup j'ai augmenté ma fréquence. Donc après c'est ce que préconisent les études actuelles. Bon, après, les études, c'est toujours à prendre avec des pincettes, c'est toujours intéressant de voir des nouvelles choses, mais attention, la théorie n'est pas toujours la réalité du terrain, comme je disais dans le précédent podcast avec Alberto. Mais Mhm. du coup, pour le coup, là, ça rejoint un peu ces dernières théories. Et du coup, ouais, j'ai été surpris, ça fonctionne pas trop mal. J'ai des résultats, j'ai l'impression, sur 3 mois, tu peux pas vraiment juger sur quelqu'un de naturel, tu peux pas.
Je vais pas prendre 5 cm de tour de bras. Évidemment, évidemment, Voilà quoi. évidemment. Euh, j'ai des très bonnes sensations à l'entraînement. Je progresse sous les charges parce que je suis vraiment depuis que j'ai été coaché par Rudy, je suis un fervent défenseur de la surcharge progressive Mhm. que d'ailleurs avant je connaissais pas, hein. Ça c'est vraiment Rudy qui m'a fait connaître le concept. Avant je m'entraînais, je faisais mes séries, si je pouvais progresser, bah, je progressais, si je pouvais pas progresser, bah, je progressais pas. Donc j'imagine que mon physique il a quand même stagné. Et du coup, ouais, je progresse. Le programme en lui-même, c'est assez ludique. Après, la seule condition, c'est de faire vraiment quand même de la haute fréquence. C'est très peu de repos. Il m'arrive des fois, selon la disponibilité, de faire 2 séances dans la journée. C'est très rare, mais ça m'est arrivé récemment là. Ça va, tu tiens le coup avec 2 séances? J'étais en vacances, donc oui, ça a été. D'accord. Après, j'avais fait quoi de mémoire? J'avais fait les jambes le matin et j'avais fait une séance push le soir. Hmm. Ma foi, avec du café. Ça Ouais, va ça être. le fait, hein. En Ouais, vacances, ça franchement, va, ouais. c'est cool. D'ailleurs, j'avais été surpris parce que je me suis dit, c'est marrant comme j'arrive à pousser le soir. D'ailleurs, que j'ai eu l'envie d'y retourner, ça m'avait surpris. Je me suis dit, ah, c'est plutôt une bonne chose. Alors que j'avais fait quand même une bonne séance le matin. Puis j'étais rentré dans mes objectifs et dans mes perfs le soir sur la séance push. C'est les bonnes journées, ça. C'est des très bonnes journées, ça. Quand t'es naturel, tu les apprécies à leur juste valeur Ouais, parce que c'est c'est pas ça. comme ça toute l'année, hein. Mais je sais que, enfin, ça, j'ai tenté plusieurs fois et c'est pas toujours que ça passe comme il faut, quoi. Le deuxième, tu le fais, mais tu passes très, très, très difficilement tes objectifs, quoi, si tu les Hmm, hmm. passes. Ouais, au bout de quelques années, de toute façon, c'est millimétré, hein, la Ouais, progression. ouais, c'est ça. C'est que tu vas pas augmenter 5 kilos d'un coup sur un coucher ou autre, quoi. Peu importe l'exercice, mais. C'est ça, c'est ce qui va faire la différence entre le mec naturel qui réussit pas et le mec naturel qui va réussir. C'est ça, c'est la persévérance, c'est-à-dire d'aller les chercher ces millimètres Mhm. de progression. Voilà, c'est ça qui va faire la différence entre le physique moyen, bon, qu'on peut voir aujourd'hui, ce qu'on appelle les hard gainers, c'est-à-dire les mecs qui croient avoir du mal à progresser, Ouais. et ceux qui s'accrochent, qui ont cette persévérance, cette ténacité pour aller chercher les derniers centimètres de muscle qui font la différence entre un bon naturel et un très bon bodybuilder, enfin un très bon oui, au naturel, on peut pas être énorme, hein. De toute façon, faut être réaliste. Moi, quand je dis que je pesais 90 kilos en 2002 pour 1m73, sec, ça donnait du 76-77 kilos, ce qui reste quand même assez élevé pour 1m73, parce que techniquement, Mhm. quand on commence à aborder le sujet du FFMI et le reste, c'est des sujets qui font un peu, Polémique. qui font un peu polémique. T'en penses quoi, Enfin toi, bref, de ce fameux FFMI, pour info? bah, techniquement, d'après le FFMI, je suis pas naturel, alors que je Voilà. le suis. Donc, Bon. tu peux pas accorder du crédit à une étude dans la mesure où je me souviens que Dylan Marchand, quand il avait encore sa chaîne, il avait fait une très bonne vidéo. Il avait démonté un petit peu le FFMI en disant que les personnes qui étaient surnaturelles, sur lesquelles les chercheurs s'étaient basés, ils n'avaient aucune preuve que ces personnes étaient vraiment naturelles. Et Ouais. elles étaient sur, enfin, je veux dire, non, c'est l'inverse. C'est des personnes qui leur expliquaient qu'elles étaient naturelles. Ils n'avaient aucune preuve qu'elles étaient naturelles. Et Mhm. enfin, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette, dans ce rapport. Enfin, bref. Moi, j'y crois, Euh, enfin, moi, personnellement, j'y crois pas du tout à ce fameux FFMI. Pour moi, je, c'est crois- juste une invention pour certains pour se trouver des excuses, pour je sais pas, pas. Ce pour le qu'il fait faut que qu'ils obtiennent pas leur objectif, quoi. ouais, je pense que ce qu'il faut que les gens acceptent, comme moi je l'ai accepté un petit peu sur le tard, c'est que tu as des gens qui ont une très bonne génétique et t'as d'autres personnes qui seront au taquet assez rapidement Mhm. et qui auront toutes les peines du monde. Moi, j'ai rencontré des gens, comme je disais dans un autre podcast, qui étaient plus balèzes que moi, plus forts que moi. Bon, bah, ça m'a fait suer, Mhm. mais j'ai dû l'accepter. C'était comme ça. Ils s'entraînaient. Les mecs, ils ont des capacités de récupération. Bon bah voilà, je suppose qu'au niveau hormonal ça fonctionne à plein régime. On n'est pas tous sur un pied d'égalité à ce niveau-là, donc le mieux c'est de se regarder soi-même et de pas chercher
à chercher la faille chez l'autre Ouais, c'est ça, systématiquement, parce que c'est de ça. toute façon t'as pas fini quand tu veux faire la chasse aux sorcières. Moi je l'ai déjà faite, hein, la chasse aux sorcières Ouais, il y a quelques années sur les forums, ouais, ouais, c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois. à l'époque de Planète Muscle et tout ça, où on allait emmerder, pour être poli, des mecs qui étaient de l'IFBB ou le reste, parce qu'on était persuadé qu'elles prenaient des produits, et puis les personnes qui prennent des produits, elles ont tendance à dire oui, mais c'est l'entraînement et la diète qui priment. On s'entraîne. Bah oui, mais les naturels aussi, hein, ils s'entraînent correctement, ils mangent correctement. Il y a à un moment, il y a quand même une différence. Il y a pas, hein, les produits, ça fait quand même une nette différence. C'est pas juste, comme on dit aux US, la finishing touch, c'est-à-dire la petite touche finale, la cerise sur le gâteau. Non, c'est un peu plus que ça. Donc, au début des années 2000, on allait sur les forums Planète Muscle pour aller troller justement parce que Mhm. c'était un peu de la jalousie mal placée, on va dire, avec le recul. Ah, Non. c'est bien justement que tu le dises. Au moins, ça montre enfin, que tu l'as compris et. Ah bah complètement, toi t'as 44 de bras, t'as bossé pendant 10 ans pour les avoir, et puis d'un seul coup tu tombes sur un forum où tu vois un môme qui lui a 47 ou 48 de bras beaucoup plus sec que le tien. Tu vois le mec il est hyper sec, globuleux et tout. Et puis tu vois sur une des photos, tu lui vois un petit début de gynécomastie. Alors tu dis ça y est c'est bon, on l'a celui-là. Et au lieu de se mêler de nos affaires et puis de se concentrer sur nous et nos résultats, je dis on parce qu'on était plusieurs, Ouais. on allait faire la chasse aux trolls sur Planète Muscle pour aller troller parce que souvent les mecs ils parlaient pas évidemment puisqu'ils étaient à l'IFBB, mais on savait pas trop à l'époque, comme ils étaient dans des fédérations, ils parlaient pas de ça. Mhm. Donc, ils parlaient que d'entraînement. Alors nous ça nous faisait rager évidemment. Ouais, je Mais comprends. bon, voilà, on peut pas comparer, c'est difficile de comparer l'entraînement, le programme de quelqu'un qui prend des produits avec le programme de quelqu'un qui est naturel, parce que ça implique pas la même récupération, ça implique pas la même capacité de travail pendant la séance. Moi, je sais qu'au bout une heure et demie d'entraînement avec des temps de repos courts, je commence à saturer. C'est pour ça que quand je m'entraînais 4 heures, je prenais des temps de repos hyper longs pour pouvoir tenir la cadence, sinon ça aurait jamais été possible. Mm. Genre, et puis il y a des jours où t'es crevé, il y a des jours où t'es épuisé, il y a des jours où t'es exténué, mais j'y allais quand même parce que j'avais un plan, j'avais un objectif, et il n'était pas question que je prenne des jours de repos. Donc il y a des jours où je poussais rien parce que j'avais plus d'énergie du tout, donc je, je, je m'endormais sous les barres, et puis il y a des jours où ça passait. C'est comme ça. Pour obtenir le meilleur physique possible, il faut vraiment tout donner. Personnellement, je pense que j'ai vraiment donné le maximum de ce que j'avais à l'époque où je pouvais le faire. Et maintenant, bon bah, j'essaye de continuer à progresser, mais ça reste une progression, comment dirais-je, sur des petits muscles. Tu vois, j'essaye d'arrondir un peu les épaules, j'essaye de galber un petit peu les bras, mais de là à se dire je vais prendre 1 ou 2 centimètres, c'est utopique. Mm. Donc Ah, c'est clair, voilà. Donc c'est clair. chacun doit établir son programme et sa fréquence d'entraînement en fonction de ses possibilités. Si tu dis je vais m'entraîner 4 jours par semaine et que sur les 4 jours tu vas rater un entraînement systématiquement parce que tu as des obligations ou le reste, eh ben, il vaut mieux suivre un programme sur 3 jours que tu peux suivre qu'un Ouais, programme sur 4 jours dans lequel tu vas louper un entraînement. ouais. Parce que tu seras pas, tu vas louper ton plan de bataille pour la semaine, tu seras pas dedans, et puis tu vas perdre tes objectifs de vue, tu vas finir démotivé, frustré, parce que bah voilà, la progression elle va ralentir. Alors qu'un plan de 3 fois par semaine raisonnable que tu arrives à suivre toutes les semaines, bon bah là tu te donnes des chances de progresser beaucoup plus régulièrement et puis d'atteindre tes objectifs finalement plus rapidement qu'en ayant essayé de forcer la dose et puis d'avoir arrêté en cours de route quoi. Mhm. Je sais pas si Ouais. t'es d'accord avec Ah moi là-dessus. bah je te rejoins complètement là, hein. C'est bah d'ailleurs tout à l'heure quand tu m'as demandé comment je m'entraînais, je t'ai parlé de mon PPL et Hmm. je t'ai dit que justement j'avais choisi cette option par rapport à mon mode de vie quoi. Là au jour d'aujourd'hui, je peux pas me permettre de faire des séances trop longues parce qu'à chaque fois j'ai des petits laps de temps Bien pour sûr. m'entraîner. C'est pour ça que j'ai choisi d'augmenter ma fréquence, de m'entraîner plus souvent mais moins longtemps parce Ouais, que tout à fait. ça me convient tout Ouais, c'est vrai, simplement. j'ai lu des études et puis j'ai vu des vidéos YouTube, notamment les retours de Mike Israetel, qui est un Américain qui diffuse, qui fait des séminaires sur YouTube et tout ça. J'aime beaucoup son approche de l'entraînement. Lui, il parle d'un volume total sur la semaine, Ouais, c'est-à-dire par ouais, exemple ouais. pour les pectoraux, environ entre 12 et 20.
et 20 séries, je crois, si je Ouais, de mémoire, ou 22 c'est à peu séries. près la moyenne, c'est ce qui se dit, hein. Pour les gros groupes musculaires, c'est quoi? C'est 12-20, et puis pour les petits, C'est ça. c'est 8-15, peut-être quelque chose comme Mais ça, lui, quoi. lui te parle de ce volume d'entraînement sur la semaine, c'est-à-dire que tu peux Hmm. répartir très bien sur 2 séances, une seule séance, ou comme moi je faisais à une époque, 3 séances, c'est-à-dire tu fais 6 séries par séance, tu fais 3 séances par semaine, ça fait 18 séries dans la semaine Ouais, pour pour le même groupe. et puis des fois, tu arrives à faire même plus de séries que si tu avais travaillé en split classique, c'est ça? Alors que Ah ouais, là, ouais. tu bénéficies de jours de récupération. Tu travailles moins, comment dire, en profondeur, mais tu augmentes, en augmentant ton volume, au final, tu arrives à en faire plus. Bah voilà, parce que si tu arrives à faire 20 séries par entraînement, on va être clair, c'est que bon, soit tu t'entraînes pas assez, Ah, c'est. tu Bah, mets pas assez d'intensité. s'il y a 20 séries, c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité, hein, parce que normalement, au bout de. Allez, même une quinzaine, si tu les as bien fait comme il faut, Hum, normalement, hum. t'es en service, quoi. Je te Ouais, parle c'est que si clair. tu les as bien fait comme il faut, hein, c'est pas du curl air, ou comme on peut voir sur certaines vidéos de certaines chaînes, Hum. mais c'est vraiment de la 15 séries forcées, hein. Oui, voilà, après, comme je te dis, ça dépend de tes capacités nerveuses aussi, hein. Ouais, ouais, voilà. T'as des gens qui sont capables de pousser une série, d'emmener une série assez loin. Euh, je pense que personnellement, j'avais de bonnes capacités nerveuses. Enfin, je m'en rends compte avec le nombre d'années que j'ai de pratique et les résultats que j'ai obtenus. Je fais un peu un bilan, si tu veux, mais un bilan de compétences, on va dire. Et je Mhm. pense qu'à force de m'entraîner à haute intensité avec la série unique, ça peut-être, quand j'étais jeune, développer mes capacités nerveuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux pousser une série, quand je fais une série de travail, je peux la pousser assez loin et m'épuiser assez rapidement. T'as d'autres personnes qui n'arriveront pas à pousser une série aussi loin parce qu'elles n'ont jamais travaillé comme ça et elles savent pas ce que c'est que d'élever l'intensité. Ça se travaille ça aussi, hein. Donc elles auront besoin de plus de séries pour arriver à fatiguer le muscle. Je pense que d'une personne à l'autre, voilà, t'as des gens qui vont s'orienter comme moi vers plus d'intensité et d'autres personnes qui vont chercher plutôt à s'orienter vers plus de volume pour obtenir les mêmes résultats. Mhm. Après, il n'y a pas une catégorie qui l'emporte sur l'autre, Ouais, puis hein. faut voir comment ton corps réagit, quoi. Comme tu dis, il y en a qui Exactement. recherchent du volume, il y en a qui recherchent de l'intensité, il y en a qui recherchent de la fréquence, il y en a qui réagissent aux séries plus courtes, il y en a qui réagissent aux séries plus longues. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'un programme doit être personnalisé, pour fonctionner, enfin pour avoir des progrès, le C'est plus de c'est- progrès possible. c'est ce qui pose le plus de problèmes aux pratiquants, c'est que malheureusement aucun coach ne peut décider à leur place. Mm. euh, à part des coachs expérimentés, il faut passer beaucoup de temps avec un élève pour le cerner, pour identifier ses forces, ses faiblesses, et ça Mm. peut pas. Je veux dire, tu peux pas demander à un coach à distance de t'envoyer un programme alors Ah que bah le mec encore il t'a moins, jamais vu, il t'a jamais encore moins. parlé. Je veux dire, maintenant, on a toutes les ressources sur YouTube pour se construire des programmes soi-même. On a des livres, il y a la méthode Gundil et tout le reste. Donc, c'est dommage d'avoir à dépenser 70 à 90 euros pour quelque chose qu'on pourrait faire soi-même avec un petit peu d'effort personnel. Mm. Enfin, moi, j'encourage un maximum les gens à faire preuve d'autonomie. Parce que la réussite n'en est que plus grande à la fin quand tu as réussi à obtenir quelque chose par toi-même et que tu dois rien à personne, par tes propres capacités. C'est quand même vachement plus valorisant que de dire ah bah voilà, j'ai suivi le programme d'un tel, ouais, j'ai bien progressé. Ouais. Et Bah, puis quand tu progresses plus, ben faut que tu rachètes un programme parce que tu sais pas quoi faire. ouais. Et puis surtout que la plupart, on va dire, une grande majorité de ces coachs que tu trouves sur Internet, ils t'envoient des programmes préfabriqués à l'avance, Hmm. même pas personnalisés. Ça, il y en a à l'appel des coachs comme ça, hein. Alors ça Maintenant. dépend, moi j'en connais, enfin les coachs que j'ai découverts sur YouTube, que j'ai gardé, c'est les bons, c'est ceux que j'apprécie et avec qui j'aurais peut-être aimé travailler en étant plus jeune. Je Mhm. pense notamment à Juanito Cordia par Ouais, exemple, que ouais. j'apprécie beaucoup, qui a sa chaîne aussi, Mhm. qui est un très très bon coach. Bah, évidemment il y a Rudy, mais bon lui il a suivi peut-être quand il dit plusieurs milliers de personnes depuis qu'il a commencé, c'est tout à fait possible, hein. Oh bah oui, oui, Euh, je le crois, hein. Ça va bon, vite, hein. quand t'as Ça fait un moment qu'il est coach. quand t'as suivi autant de gens, bon bah t'as quand même une sacrée expérience. Bien sûr. Donc quand tu vois un nouveau client, t'as beaucoup plus de facilité à identifier tout de suite ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il va pas pouvoir faire. Après, bon, les autres coachs, je les connais pas, donc je les jugerai pas. Simplement, moi j'appelle les gens
à faire preuve de bon sens et de pas gaspiller leur argent dans tout et n'importe quoi sans réfléchir. Et la musculation, c'est quand même un sport très individuel. Euh, je sais, bon, tous les pros maintenant, ils ont des coachs, ils ont des préparateurs, des machins, mais nous, on n'est pas des pros, on est des gens lambda qui essayent de faire le mieux possible avec leur physique sans Mhm. forcément avoir des objectifs de compétition. Donc, Ouais. c'est vachement plus valorisant d'obtenir les choses par soi-même, par son effort personnel, quoi. C'est le Graal, quoi, d'arriver à obtenir un physique uniquement par ce qu'on a réussi à apprendre, ce qu'on a pu expérimenter sur soi. C'est long, ça demande beaucoup d'efforts, souvent frustrant, mais je pense que ça en vaut la peine. C'est un sport, la musculation, c'est un peu l'école de la vie, hein, des fois, hein. Faut se prendre des beignets dans la tronche pour repartir encore plus fort et puis pour aller encore plus haut, quoi. Ouais. Ouais, j'aime bien cette expression. La musculation, c'est l'école de la vie. Ouais, en quelque sorte, oui, c'est vrai. Voilà, sans oublier le reste autour, évidemment. Comme beaucoup de sports d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de sports qui sont l'école de la vie, hein. T'apprends énormément dans le sport. Ouais, T'apprends malheureusement, énormément de valeurs. c'est très exigeant. La muscu, là, on parle de l'entraînement, mais il y a aussi le sujet de la diète et tout ça. Ça prend vraiment Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de, Ah bah, de de toute façon, temps. il y a tellement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par leur progrès parce qu'ils sont pas prêts. Et puis quelque part, il y a d'autres choses intéressantes à vivre que de se focaliser uniquement sur soi-même, sur ses résultats, sur sa progression. Faut pas que les gens, au bout de quelques années, soient frustrés parce qu'ils disent finalement, j'ai passé tant d'années à penser, vivre et respirer muscu et je suis passé à côté de plein de trucs. Tu vois, il faudrait pas que ça arrive non plus. Ouais, ça aussi, c'est un conseil que je donne. C'est bah, si les gens ils n'ont pas forcément des objectifs de compétition en vue, la musculation, c'est très bien. Continuer, s'entraîner toute sa vie, c'est très bien. Mais enfin, faut pas oublier de vivre à côté, quoi. Le nutrinazisme, par C'est exemple, ça, c'est c'est ça. oubliez, quoi, les gars. Si vous faites pas de la compétition, si vous n'avez pas un objectif précis, faites-vous plaisir. Profitez quand même des moments en famille, entre amis. Vivez, Ah, vivez. voilà. Après, De faire des écarts de temps en temps, ça va pas vous tuer, hein. tout à fait. Après, tu vas dire ça à un môme qui a 15 ans, 16 ans, en pleine fin de crise de puberté, qui est en pleine rébellion, et puis qui a envie de se consacrer à fond à la muscu, il va te regarder en te disant ouais, ouais, t'as raison, et puis il va faire sa propre expérience, ses propres erreurs. Bien Euh, sûr, bah oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, hein. Ça coûte Il faut rien de faire, prévenir, tu te diras, mais bon, il faut je faire sais. ses propres expériences. Ah, Dans exactement. la vie, de toute façon, voilà, c'est Exactement. ce qui marche le mieux, hein. Exactement. De toute C'est ce qui façon, marche le mieux. la réussite en muscu, c'est ça, des essais, des erreurs, des erreurs et des petites Ouais, réussites voilà, on est là. Tout à qui. l'heure, je voulais justement, t'interrompre pour en parler. C'est ça, la musculation, c'est sans arrêt des essais, voir ce qui fonctionne pas, et en tirer des leçons, C'est ça. simplement. Il y a rien qui fonctionne indéfiniment, donc tôt ou tard, il faut apporter des changements à son programme, à sa façon de travailler, modifier ses mouvements. Enfin, au bout d'un moment, la progression elle ralentit, il faut la relancer. Donc, il faut trouver le moyen de la relancer coûte que coûte. Mm. Et c'est là que ça devient compliqué, la muscu, et que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais se faire un physique au départ, je veux dire, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu t'investis, que tu travailles intensément, que tu fais une gamme d'exercices suffisamment variée, tout le monde a les moyens de se forger un physique. Mais après, comme je dis, le plus difficile et ce qui demande beaucoup d'apprentissage, c'est apprendre à se forger un physique équilibré sans trop de points faibles dès le départ, quoi. Parce que si tu Oui. crées la connerie, c'est voilà, je fais du développé couché, du squat et du soulevé de Ah oui, terre alors ça, et c'est encore une grosse bêtise que enfin, beaucoup de gens font, que j'ai faite aussi. Mhm. C'est de muscler les bras, muscler les pecs, oublier certaines parties comme les épaules, les jambes. et ben voilà. Puis après, tu te retrouves avec des gros bras, puis t'es aussi épais de la tête que des épaules, Bah oui, et tu vois, puis t'as pas c'est de jambes, c'est ça. puis tu J'ai galères fait. après pendant des années parce que t'as perdu du temps. Ouais, bah, on a tous fait on a tous fait des conneries. Moi, ça a été faire les bras pendant un an avant de me mettre vraiment la muscu, ce qui fait que bah, j'ai eu un mal de chien à développer mes pecs parce que j'ai toujours tout pris dans les triceps parce que je les ai travaillés pendant un an avant de travailler mes pecs. Mhm. Donc tout ça pour avoir des bras, quoi. Et puis après, tu mets les 20 ans suivants à rattraper une bourde que t'as fait pendant un an, quoi. C'est c'est un petit peu ça, ouais. C'est Ça magique. me fait un petit peu peur parce que moi, ça fait moins longtemps que toi que j'essaye de rattraper
ces points faibles, là, en l'occurrence mes épaules. Et là, tu me parles de 20 ans, là, ça, ça me fait peur. Je dis 20 ans parce que mes pecs, j'ai jamais vraiment. J'ai tout essayé, j'ai réussi à les rattraper en partie, si tu veux, mais ça sera jamais Ouais, un mais gros point fort. de toute Et, manière, un point faible restera toujours un point faible, quoi. Si t'es naturel, tu vas pas devenir, c'est très tu difficile. vas pas en faire un point fort, hein. Enfin, c'est très 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 rare, quoi. On peut tout tenter pour réduire le problème et rééquilibrer un petit peu son physique, mais naturellement, transformer un point faible en point fort, c'est assez rare. Ça m'est arrivé une fois pour mon dos de réussir à élargir mon dos avec un exercice qui était un pullover Mhm. Nautilus, enfin imitation Nautilus, mais des machines de ce type-là, pour les pecs, t'en as pas par exemple. Ouais. Un exercice comme le pullover type Nautilus qui isole les grands dorsaux, qui te permettent de tirer uniquement avec les grands dorsaux sans faire intervenir les bras et les épaules. Pour moi, c'est ce qui m'a permis de passer d'un dos complètement plat à un dos évasé. Mhm. Et c'était peut-être pas un vrai point faible d'ailleurs, parce que tu as les Oui, vrais et les faux peut-être. points Voilà, faibles. ouais. D'ailleurs, j'ai pas été précis à ce sujet. C'est que tu as point faible, tu as les vrais points faibles. Tu as ceux qui, là, on parle de génétique, où t'es pas vraiment gâté par Dame Nature. Puis tu as Hmm. les faux points faibles, comme les muscles que t'as pas forcément entraînés pendant des années. Euh, je pense aux footeux qui font pas les jambes, par exemple. Ça a été Ouais, mon cas. Et c'est vrai. voilà, ça, c'est pas un vrai point faible. Donc ça se rattrape, ça met du temps, mais ça se rattrape. Ouais, bah, c'est ça. Moi, j'ai connu des footeux aussi qui avaient d'excellentes jambes et de très bons mollets, juste par le foot. Hmm. Donc, qui étaient très bons des jambes. Et puis, c'était un petit peu plus dur pour le haut du corps. Bon, bah, c'est tout ce qu'on a fait comme sport quand on était jeune, ça va, ça va induire un petit peu ta progression après. Hmm. Mais bon, puis on en revient au problème de la fréquence et de la répartition de l'entraînement. C'est que quand tu as un point faible, que tu peux pas prendre aussi lourd que sur tes points forts, et ben tu peux par contre les entraîner plus souvent dans la semaine. Donc il va falloir aménager des espaces d'entraînement pour les points faibles et des espaces d'entraînement pour les points forts. Par exemple, réduire l'entraînement des points forts pour favoriser l'entraînement des points faibles. Ouais. Et là, ça demande tout un planning, une répartition des séries, des exercices pour réussir à mettre un maximum de place pour les muscles en retard et puis à réduire un petit peu l'entraînement des points forts. C'est assez compliqué. Voilà, c'est difficile à intégrer psychologiquement cette notion de laisser, entre guillemets, de laisser de la place aux points faibles, donc de réduire le volume d'entraînement des points forts pour justement faciliter la récupération et simplement d'augmenter le volume des points faibles. Ouais, c'est ça. Surtout quand t'as un point fort, t'aimes bien le travailler, donc c'est un C'est peu ça, frustrant parce que tu dis oh là là, c'est ça. j'aimerais bien. Et puis tu dis non, c'est pas bien parce que si je le fais, ben voilà, il se peut que travailler par exemple si tu as les pecs en point fort le lundi, que tu les travailles le lundi, que tu soulèves super lourd, et ben le mardi, tu dois travailler, je sais pas, les triceps, et t'es épuisé de la veille. Et du coup, stratégiquement, si t'es faible des triceps, il va falloir les placer en début de semaine avant le travail des pecs. Tu vois, il y a tout un agencement des exercices et des séances à mettre en place pour réussir à travailler les muscles les plus faibles quand t'es le plus frais en fait. Ouais. Après, c'est une question de logique. C'est une question de logique, mais des fois, on n'est pas toujours logique envers nous-mêmes, quoi. Ouais, tout simplement parce qu'on Euh, n'a pas envie. ouais, en fait, c'est une question de. On a des idées reçues, comme quoi il faut toujours commencer la semaine par les pecs, par exemple. Ou quand Ouais. tu fais ta séance pec triceps, il faut toujours commencer par les pecs. C'est en partie vrai, sauf que si tes pecs c'est ton point fort et que comme tu dis que tu le fais en début de semaine, bon bah tu vas tout miser dessus alors que t'as déjà ce qu'il faut. Et pareil, si les pecs c'est ton point fort et tes triceps ton point faible, si tu fais tes triceps après, c'est pas la meilleure des stratégies non plus. Voilà, c'est pour ça quand on parle de push-pull legs, par exemple, moi c'est un programme que j'ai adopté en 2004 quand j'ai commencé à avoir des tendinites parce que je pouvais plus m'entraîner en half body, donc j'ai adopté sans le savoir un PPL parce que Ouais. on n'appelait pas ça PPL à l'époque. Je trouvais ça logique de faire les pecs avec les épaules et les triceps et de faire le dos le lendemain parce que c'est deux groupes musculaires qui nécessitent beaucoup de travail, donc c'était Mhm. bien de les faire sur deux séances et puis les jambes la fois d'après. Donc aujourd'hui j'entends le PPL c'est de la daube machin, mais non c'est pas de la daube.
Et Euh, aucun programme n'est mauvais, hein. Tout programme est bon à prendre, il y a du bon de partout, et surtout, il y en a pour tout le monde, quoi. ouais, ouais, Il y en voilà. a Ouais. ça va fonctionner sur quelqu'un, après sur un autre, ça va pas fonctionner, et inversement sur un autre type de programme. Ouais, voilà, t'as des gens Il qui s'entraînent en bro split, faut qui tester. font les muscles une fois par semaine et Il ça faut leur réussit tester, aussi. tester et adapter. C'est les Voilà, maîtres c'est ça. mots. C'est ça, c'est ça. Donc il n'y a pas de formule magique en fait, hein. Non, absolument Malheureusement, pas. c'est pas aujourd'hui Il n'y a pas de formule qu'on. magique, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'exercice magique. C'est pas dans ce podcast que les gens auront la solution magique pour la fréquence idéale et je crois que bon, bah, tous les gens qui t'écoutent, ils savent déjà, de toute façon, ils ont déjà une certaine expérience de la muscu et puis ils vont sur d'autres chaînes aussi, Ouais, donc il y a ils des gens. voient comment ça se passe ailleurs. Donc j'imagine qu'ils ont pas d'idées non plus préconçues, qu'ils ont l'esprit assez ouvert et qui font face aux mêmes problèmes que nous au quotidien. Mm. Donc voilà, une fois que tu sais qu'il n'y a pas de formule magique, au moins ça te rassure parce que tu sais que tout le monde est dans la même galère que toi, donc on est solidaires en groupe, Ouais, c'est ça. unis Euh, dans la, unis dans la galère. la galère, c'est ça. Bon, sur ce, Nico, on va penser à conclure cet épisode de podcast. On n'a pas abordé tous les sujets qu'on devait aborder. Non, On va se les réserver pour une autre fois, je pense. On avec va faire plaisir. comme ça. Et puis, parce que là, on a quand même pas mal parlé des types de programmes d'entraînement. Je pense qu'on a été assez complet. Qu'est-ce que t'en penses? T'avais Bah écoute, quelques petites choses à rajouter? comme d'habitude, je suis très bavard, donc j'espère que tu as pu aussi dire ce que tu avais à dire. Bah oui, après, c'était plutôt avoir ton avis à toi, complété par mon avis à moi. Et Voilà, parce puis, que moi je suis très ouvert, donc je suis réceptif à à toutes les suggestions, hein, même si j'ai des certitudes, mais moi je suis en perpétuel apprentissage, hein, même après 26 mais ans d'entraînement, donc alors ça, c'est une bonne mentalité. On est en perpétuel apprentissage. Ça dure. On apprend toute notre vie. Et puis, on peut apprendre de tout le monde. et puis c'est génial parce que Mhm. finalement tous les jours on découvre, enfin tous les jours, toutes les semaines on va découvrir une nouvelle info, un nouveau truc, et C'est puis ça. bah voilà quoi, c'est ça qui rend la muscu passionnant C'est ça. et tout ce qui tourne autour. Exactement. Exactement. Bon, alors, du coup, bah, on va conclure. Merci beaucoup à toi d'être intervenu. C'est moi qui te remercie, Kevin, ça a été un plaisir. Ouais. Et plaisir partagé. Et du Eh ben, coup, je je te pense remercie. que on va se retrouver très vite pour un futur autre podcast, toujours au sujet de l'entraînement. Après, on pourrait discuter, comme on l'avait dit, des techniques d'intensification, éventuellement des séries plus ou moins longues en termes de répétition. Ça peut être Ah, ça sera intéressant pour avec les plaisir. fourchettes. Et puis voilà, Moi, hein, comme je t'ai dit, au moment qu'on parle muscu, je kiffe. pareillement. Voilà. Voilà. Bon, eh Et ben, à bien, bientôt, Kevin. à bientôt Nico et à bientôt tout le monde pour un prochain podcast. Salut. Salut!